Salut Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet qui va être vraiment sympa. Julien, est-ce que tu veux en parler ? Oui, bien sûr. C'est ça. En fait, on a écouté récemment un podcast où on a interviewé finalement Adam Grant. C'est un épisode qui vient tout droit de Psychologie Podcast, qui est tenu par Scott Barry Kaufman. Et en fait, il s'entretient avec un psychologue assez célèbre, c'est un psychologue organisationnel qui s'appelle Adam Grant et qui est également auteur. Et en fait, ils se sont entretenus sur l'importance de remettre en question ses idées et croyances. Donc tu te doutes bien, toi qui nous écoutes, que on a pris du plaisir à aller écouter ce podcast-là parce qu'on est pile dans les sujets qu'on aborde habituellement et les sujets qui sont au cœur de ce qu'on enseigne. Donc là, leur discussion, en fait, ça aborde plusieurs sujets. Ça va aborder, entre autres, l'innovation, l'éthique, la cancel culture et puis l'esprit d'entreprise. Donc là, on a décidé, en fait, de reprendre finalement ce qui a été partagé dans ce podcast et de venir ajouter également, des éléments que on peut placer de notre côté, de par notre vision et notre expertise sur les différents sujets, de façon à pouvoir t'amener un maximum d'éclairage sur ces points-là et t'aider à voir peut-être les choses sous un angle différent et voir comment ça peut contribuer à ce que tu puisses progresser toi aussi au quotidien avec tout ça. Alors peut-être ici, juste pour préciser, Kaufman, c'est également un psychologue, c'est un psychologue humaniste de son côté, donc il travaille pas sur le plan organisationnel comme Adam Grant, et il est l'auteur de Transcend, The New Science of Self-Actualization. Et donc pour la petite anecdote, le self-actualization, c'est un terme qui avait été mis en avant par la pyramide de Maslow, donc par Abraham Maslow, qui disait que quand tu arrivais à satisfaire tous les besoins finalement en dessous, quand tu arrivais tout en haut, c'était la self-actualization ou en fait l'actualisation du soi, du développement de soi. Donc tu t'actualises, tu te remets à jour et en fait tu grandis. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote pour faire le lien justement avec le livre de Kaufman qui parle justement de ça. Merci Julien pour l'introduction de Scott Barry Kaufman, justement qui anime le podcast The Psychology Podcast, et aussi d'Adam Grant, Adam M. Grant. Je sais pas c'est quoi le M, je sais pas trop. Peut-être mais Marc, peut-être Manu, peut-être Maurice, peut-être Maracas, Marcel, Mambo, je sais pas. On ne sait pas. C'est ça, exactement. Mais qui est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Le pouvoir de la pensée flexible. Donc voilà, c'est un auteur très en tout cas important. qui est vraiment très très important. Très important. Alors peut-être qu'on va commencer du coup ce podcast-là avec les différentes idées qui ont été amenées. Alors vraiment, je le rappelle, c'est un podcast qui nous a été inspiré encore une fois par Scott Barry Kaufman, mais on va venir y ajouter aussi nous-mêmes notre expertise, nos réflexions comme on a l'habitude de le faire. On est un peu en freestyle généralement quand on fait les podcasts, on prépare, mais on laisse place à notre créativité. Donc complètement. Le premier point à retenir, c'est le fait que penser autrement implique d'être suffisamment humble, flexible et curieux pour pouvoir remettre en question ce qu'on croit ou pense savoir. On le dit souvent avec Julien, ce qui nous empêche d'avancer, c'est pas ce qu'on ne sait pas, mais c'est ce qu'on sait déjà, ou en tout cas ce qu'on pense savoir. Donc voilà, on a un ensemble de croyances, d'apprentissages, etc. Et en fait, si on les met pas à jour, ce qui se passe, c'est qu'on reste enfermé dans des biais de pensée, dans des manières de voir le monde. Et très souvent, en tant qu'être humain, on a peur de remettre en question ce qu'on sait déjà. Tu sais, c'est un peu comme si tu as cartographié ton territoire, ta ville, l'endroit où tu vis. Tu sais exactement l'endroit où il y a telle chose, d'accord ? Qui vit à côté de chez toi, etc. Et en fait, cette routine te permet de vivre en sécurité. Tu te dis, en fait, je sais à quoi m'attendre. Dès qu'il y a quelque chose qui change dans cette cartographie, ça t'amène de l'inconfort parce que c'est comme si ça venait chambouler ton équilibre, ça venait chambouler ton équilibre, ta sécurité intérieure. En fait, c'est la même chose avec les croyances, avec ce qu'on pense savoir. C'est que on a une cartographie en fait de plein de choses, nos certitudes, nos apprentissages, nos croyances, etc. Et dès qu'il y en a un qui vient remettre en question ces croyances-là, ou même qu'on se rend compte que certaines croyances sont erronées, automatiquement, on va se braquer. Et je suis sûr que toi qui nous écoutes, tu as déjà discuté avec certaines personnes qui ont des croyances toutes faites et tu leur poses une question qui te semble totalement anodine.
Et la personne, elle s'énerve. Elle explose. Et tu dis, mais pourquoi, en fait, je t'ai rien dit? Je t'ai juste posé cette question. Pourquoi? Parce que tu as touché à un point sensible, une croyance qui est tellement ancrée que au moment où tu as dit ça, tu l'as remis en question. Tu l'as comme bousculé. Et en fait, ça a créé un déséquilibre à l'intérieur. Et le système, pour pouvoir se rééquilibrer, il va passer par la colère. Donc, voilà, c'est une manière de dire les choses. Mais peut-être aussi, justement, ce que nous amène Adam Grant, c'est que l'ouverture d'esprit active, elle consiste à mettre à jour constamment ses connaissances et ses croyances. Si tu mets pas à jour ton téléphone portable, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, ton ordinateur, en fait, il y a des failles de sécurité et n'importe quel hacker, n'importe quel virus va venir, va récupérer tes données ou va mettre en péril, en fait, ton ordinateur. Ça peut même te le détruire. C'est exactement la même chose avec nos croyances. Et il nous amène aussi à faire attention à plusieurs états d'esprit. C'est l'état d'esprit du prédicateur, du procureur et du politicien. Est-ce que tu veux nous en parler, Julien? Oui, avec plaisir, parce qu'en fait, il nomme ces états d'esprit-là et c'est super intéressant la manière dont il l'amène, parce que le prédicateur, en fait, lui, comme son nom l'indique, il est là pour transmettre la bonne parole, pour dire ce qui doit être vu et compris et adopté. En fait, il est convaincu de détenir la vérité et il veut convertir les autres à ses idéaux, à sa vision du monde, à sa manière de penser, de réfléchir. Donc, c'est vraiment le terme de prédicateur. Et là, on est face à un état d'esprit qui est ultra verrouillé, ultra fermé, où finalement, tu peux amener ce que tu veux, on te dira que t'as tort et qu'il faut penser d'une certaine manière et pas autrement. L'autre état d'esprit qu'il nomme, c'est donc celui du procureur, comme tu le disais, Samir. Lui, il cherche à prouver que les autres ont tort. Donc là, il est à la recherche de preuves, d'exemples, de contre-exemples. Il est à la recherche de données qui va sélectionner. En fait, il va faire du tri, il va omettre tout un tas de choses et il va se concentrer uniquement sur ce qui va lui permettre d'avoir raison sur son affaire, sur son dossier, pour défendre en fait le dossier qu'il a entre les mains. Et puis le politicien, c'est encore un autre état d'esprit. Lui, il adopte finalement des idées, des discours, mais plus dans l'idée en fait de plaire aux autres. Il est pas là pour changer réellement d'avis. Il est pas là pour remettre en question sa vision des choses. Il est plus là en mode, on va adopter ça parce que ça va servir notre cause, mais après on le mettra de côté. Et ça, on l'a vu d'ailleurs il y a pas si longtemps dans la politique en France et dans la politique en Europe, où finalement, quand il y a eu des partis plus d'extrême droite qui ont commencé à prendre plus d'ampleur et qu'il y a eu des discours d'extrême droite qui commençaient en tout cas à séduire un petit peu plus le grand public, et là d'un seul coup la gauche s'est mise à dire ouais mais ça aussi nous aussi on a cette idée-là, nous aussi on peut présenter ça, mais nous aussi on défend ce sujet-là. Et en fait on voit très bien ce principe du politicien, de cet esprit tourné sur comment je peux faire en sorte que les autres m'aiment suffisamment pour que je prenne de la place sans pour autant être convaincu et adopter le message en fait que je transmets à travers mon discours. Donc ça, c'est vraiment les 3 états d'esprit dont il nous parle. Et c'est vrai qu'on voulait les remettre en avant ici, parce qu'en fait, c'est 3 manières de penser dans lesquelles on peut tomber chacune. Et si on fait pas attention, on finit par prendre cet archétype de fonctionnement. Et clairement, comme tu l'as dit, Samir, c'est dangereux pour nous, puisque ça nous empêche d'avoir une ouverture d'esprit suffisante et de nous adapter, en fait, à ce qui se passe autour de nous. Et du coup, on se met en danger, sans s'en rendre compte, à être hyper campé sur nos positions par rapport à tout ça. Ouais, exactement, ouais. Moi, j'ai aimé effectivement ces 3 justement états d'esprit qu'il nous a ramenés, parce qu'en fait, on reconnaît des personnes autour de nous, en fait, quand on lit ça. Oh. Le prédicateur qui est là, qui essaie de te dire non, c'est moi qui ai raison, toi t'as tort, il faut absolument que tu penses comme moi. Le procureur, en fait, qui est là juste pour avoir raison, au final, comme tu le dis souvent, Julien, avec certaines personnes qui cherchent plus à avoir raison qu'à être heureux aussi parfois. Et le politicien qui est là, c'est le renard en fait, ou peut-être même le loup. Il se déguise derrière l'agneau comme ça. Il joue son rôle, quoi. C'est ça, il fait son rôle tranquillement. C'est un joueur de théâtre. C'est ça, exactement. D'ailleurs, là-dessus, tu vois, ça me fait penser à une intervention de Anthony Bourbon dans une interview. Anthony Bourbon, c'est un célèbre entrepreneur français
à succès, qui est parti de vraiment pas grand-chose et qui a grandement réussi. Et comme tous les grands entrepreneurs, il est souvent en lien avec les politiques, qu'ils le veuillent ou pas. Il y a quand même des contacts qui se font. Et j'avais trouvé intéressant son partage pendant une interview, parce qu'en fait, il expliquait qu'objectivement, il avait encore moins confiance dans les politiques depuis qu'il les a vus en personne, depuis qu'il a échangé en personne avec eux, parce que en fait, il a expliqué dans les grandes lignes, bien évidemment, mais que c'était uniquement du théâtre, c'était que du show. En fait, il se tape dessus pendant les rencontres télévisées, pendant les rallyes, les ceci, les cela, mais que derrière, ça s'invite à prendre des verres, ça mange ensemble à la même table, ça fait le barbecue le week-end tous ensemble, ça se tape sur le ventre en rigolant des blagues des uns et des autres, et qu'en fait, c'est juste, mais juste ils amusent la galerie. Ils ne servent strictement à rien, ils amusent la galerie. Ouais. Et c'est du théâtre en permanence. Donc ça nous montre encore plus justement ce que Adam nous met en avant dans ces trois archétypes, justement le politicien qui adapte son discours pour plaire aux autres, mais en fait il change pas vraiment d'avis sur ce qu'il croit profondément de son côté, et finalement il joue la comédie, quoi. Ouais, exact. Et c'est vrai que tu vois, ça me rappelle une fois, il me semble que c'était un extrait où tu vois, quand tu regardes dans les débats Mélenchon-Le Pen, ils se détestent. Oui. Ils se détestent. Mais en fait, genre à l'Assemblée, pas nationale, mais c'était plus à la Commission européenne, en fait, tu les voyais se taper des barres ensemble, rigoler, plaisanter, tout ça. Et en fait, c'est comme ça en off, en fait. Tu te dis, mais en fait, tu te dis que c'est des rivaux. On nous prend pour des cons, quoi. On nous prend pour des lapins de 3 semaines. Ouais, t'inquiète pas. C'est ça. c'est juste ridicule. Ça en devient risible. Mais bon, après, c'est un autre sujet. On va pas repartir là-dessus. On connaît notre propension à exprimer nos désaccords avec les politiciens. C'est ça. Exactement. Alors peut-être pour aller plus loin par rapport à ce point-là, d'autres points qui peuvent être intéressants, c'est de développer l'humilité. Hein, comme tu le connais, l'humilité, c'est vraiment important. Sans humilité, tu ne peux pas être capable de te dire « Ah ben merde, en fait. Peut-être que ce que je crois est faux. » Et même si tu t'en rends compte, tu pourrais, bien au contraire, le nier. Il y a beaucoup de gens qui se mentent à eux-mêmes. Ils savent très très bien qu'ils vivent dans un monde alternatif. Mais tout à fait. Ils vont on est bien persister. Au pays des licornes, Samir. Pourquoi tu veux pas me laisser vivre au pays des licornes? Exactement. Laisse-moi péter des arcs-en-ciel et éternuer des étoiles. Enfin, bon. Mais fais donc, Julien. Et donc voilà, donc l'humilité elle est importante, et la flexibilité mentale elle va permettre d'accepter les incertitudes et de s'adapter. C'est-à-dire que l'humilité elle est importante, ça va être la base, et cette humilité elle va te permettre d'adopter une flexibilité mentale. C'est ce qui va te permettre justement de changer d'opinion, te remettre en question, et surtout d'éviter de tomber dans tes biais de pensée et pouvoir progresser. D'ailleurs, il y a une étude qui avait été faite sur des entrepreneurs italiens qui a montré qu'adopter cette approche-là augmentait significativement leur chiffre d'affaires. Cette flexibilité mentale, cette capacité de se remettre en question, c'est ça qui leur a permis justement d'avoir un business qui était florissant. Ouais, et d'ailleurs, c'est un problème en France. Je le dis, c'est un problème en France parce que des entrepreneurs avec qui je me suis entretenu, en tout cas les entreprises, j'ai pas fait toutes les entreprises de France, mais la boîte dans laquelle j'ai faite, j'ai pu le voir aussi. Et en discutant avec d'autres personnes, c'est vrai que ça revient souvent. C'est ce manque de flexibilité qui amène aussi beaucoup de gens à dire mais de toute façon on a toujours fait comme ça. Pourquoi tu veux remettre en question le truc? Non en fait, tu sais, tout évolue en fait. Tu peux pas continuer de fonctionner avec un système qui fonctionnait bien il y a 10 ans et aujourd'hui tu continues de l'entretenir. En fait, tu le rafistoles, tu sais, avec des petits câbles par-ci par-là. S'il est plus adapté, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors que tu pourrais l'améliorer, le faire évoluer, ça va être beaucoup plus efficient et tu vas avoir un truc qui va être beaucoup plus stable. Donc en fait, souvent c'est ça aussi, c'est qu'il y a des personnes, ils se remettent pas en question, ils continuent de faire fonctionner la machine ou l'avion, tu sais, si on prend une métaphore, un avion, pas d'entretien, rien du tout, on va le faire fonctionner jusqu'à ce qu'il va péter. Et puis un jour en fait, il se crache. Donc le jour où il se crache, c'est très compliqué. Là à ce moment-là, c'est la merde. Ouais. C'est un exemple qui est super parlant, et on peut même faire référence
à ce biais aussi de fonctionnement qu'on a, c'est une espèce de biais de continuité, que quand tu commences à faire quelque chose, bah, tu as tendance à vouloir aller au bout, ou en tout cas continuer, parce que tu as commencé comme ça. Et tu vois, là tu parlais des entrepreneurs, j'accompagne très souvent des entrepreneurs, puis je fais beaucoup de bénévolat aussi dans ce cadre-là, que ce soit à travers des programmes de mentorat ou autres. Et il y a pas si longtemps, j'ai échangé avec des jeunes entrepreneurs, leur entreprise elle est toute jeune, ils sont en train de se positionner, ils se posent pas mal de questions. Et dans nos échanges, ils étaient venus à un moment donné à se dire, bah peut-être qu'on devrait changer de direction, peut-être qu'on aurait des choses à changer, mais bon, ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus, donc je pense qu'on va continuer, etc. Et en fait, bah, c'est ce manque de flexibilité aussi qui peut te faire aller directement dans le mur, alors que parfois, tu as juste besoin de changer juste d'un petit degré, simplement, la direction que tu prends pour que ça ait un maximum d'impact. Et puis même nous, hein, on peut en parler directement aussi, Samir. Depuis qu'on est tous les deux sur le projet. Moi, j'avais déjà commencé le projet avant toi, mais quand tu m'as rejoint sur le projet, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été ajustées, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été modifiés en cours de route, parce que c'est important aussi de garder le nez sur OK, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on augmente, qu'est-ce qu'on enlève, tout simplement. Et du coup, c'est ça aussi qui permet de progresser. Alors c'est un risque à chaque fois. Cette flexibilité, elle est très aidante et elle est très positive, mais c'est aussi le risque de pas se dire il faut être flexible à tout prix. Il y a des choses qu'il faut garder, il y a des choses qu'il faut maintenir et qui ont besoin en fait d'être poussées plus loin. Mais en tout cas, la flexibilité mentale, cognitive, c'est un de tes meilleurs alliés. Et d'ailleurs, dans ce qu'on enseigne à l'Institut, donc toi qui nous écoutes, si tu as un projet pour devenir coach professionnel et que tu as envie d'avoir des outils et une méthode de travail qui est efficace et qui crée une vraie différence chez tes clients, déjà pour te positionner correctement sur le marché et du coup avoir des revenus aussi en conséquence, sache que nous, on travaille énormément sur ce principe de flexibilité cognitive, puisque dans toutes nos interventions, et j'en reparlais avec un de nos étudiants tout à l'heure, c'était Wolfgang, salut Wolfgang, petit coucou au passage si t'écoutes l'épisode, justement où il disait, mais attends, avec tout ce qu'on a vu, si je comprends bien, de façon systématique, on joue sur cette flexibilité mentale. Et oui, en fait, peu importe l'approche qu'on va avoir, peu importe ce qu'on va mettre en place comme question, comme protocole, vraiment comme dynamique, il y aura toujours cette flexibilité cognitive qui sera au centre. Et du coup, là, ça ne fait que résonner avec ce qu'on enseigne et ce qu'on partage depuis les tout premiers niveaux d'apprentissage jusqu'aux niveaux les plus avancés. C'est là du début à la fin. Salut à toi, Wolfgang, également de ma part. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, Wolfgang. Ça fait un petit moment. Ouais. Exact. Alors, peut-être le deuxième point, Julien, c'est pour pratiquer l'intégrité, on doit parfois choisir entre nos valeurs et notre personnalité. On a parlé de ça, Julien, la dernière fois avec notre dernier podcast où les personnes qui disent « Ouais, moi je suis intègre, donc je dis ce que je pense et en fait j'en ai rien à faire si je t'envoie balader. » En fait, il faut juste comprendre qu'il y a une différence entre intégrité et authenticité. L'intégrité, c'est le fait de défendre ses principes, même dans des situations difficiles. D'accord ? Et elle se distingue de l'authenticité. L'authenticité, c'est le fait d'exprimer librement sa personnalité. T'es peut-être quelqu'un de très sans filtre, etc. En fait, ça fait partie de ton authenticité. Par contre, l'intégrité, elle, c'est le fait d'agir en accord avec nos valeurs, même si ça va à l'encontre de notre personnalité. Tu sais, notre personnalité peut faire de nous quelqu'un qui a pas de filtre, qui est très spontané, par exemple. D'accord ? Mais cette spontanéité, elle peut blesser aussi. Tu sais, la spontanéité, c'est une qualité, mais ça peut être aussi un défaut dans certaines situations. C'est ça. Complètement. Et donc, tu veux être pleinement authentique, peut-être que cette authenticité, elle va te pousser parfois à agir en désaccord avec tes valeurs parce que tu vas faire du mal aux gens, tu vas leur dire des choses que tu n'as pas forcément envie de leur dire. Alors que l'intégrité, elle, c'est le garde-fou, en fait. C'est le garde-fou qui est là pour dire, écoute, voilà tes valeurs, voilà comment il faut vivre aussi en société, c'est important pour toi. Donc, on dépasse pas ces limites-là. Donc ça, je trouve que c'est sympa de le garder à l'esprit, cette différence entre intégrité et authenticité, et que en fait, si tu fais pas cette différence-là, malheureusement, tu risques de pas toujours agir de la bonne des façons et de tomber dans cette contradiction qu'il y a entre les deux termes. Effectivement, Samir, merci pour cette précision-là, parce que du coup, ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité aussi sur ce que ça signifie et ce que ça représente,
D'ailleurs, en exemple, on pourrait très bien amener le fait qu'un introverti peut adopter un comportement extraverti pour servir ses valeurs à un moment donné, des valeurs de partage par exemple, d'éducation, de bienveillance, mais sans pour autant en faire finalement une habitude qui ressortirait comme un trait d'authenticité dans sa personnalité. Donc l'idée, c'est vraiment de voir que pour être intègre, parfois ça nécessite de mettre un petit peu en retrait notre personnalité pour mieux respecter nos valeurs, pour mieux respecter nos critères personnels, et que quelque part, il vaut mieux être intègre plus qu'authentique dans certaines situations, parce que si ton authenticité venait à devoir prendre le dessus, peut-être que tu remettrais en cause des valeurs et des critères qui sont essentiels pour toi, et le risque quand tu fais ça, c'est pas seulement que ce soit un petit inconfort finalement parce que t'as pas pu être 100% authentique dans ce que t'as fait, mais parce que justement, t'as misé sur l'authenticité à tout prix de ta personnalité, donc l'expression libre, sans filtre, et du coup, ça veut dire que t'as blessé potentiellement tes valeurs et tes critères intérieurs, et ça c'est beaucoup plus difficile à gérer après, une fois que ça s'est produit. Donc un super deuxième point effectivement que t'amenais ici, Samir, par rapport à ce qui a été partagé dans le podcast initial. Le suivant, ça serait peut-être le retranchement cognitif dont il faisait référence. Et ce retranchement cognitif, ça pourrait s'expliquer à travers le fait qu'il y ait une grande partie de l'innovation qui provient des personnes extérieures au domaine concerné et non pas par les personnes concernées justement par le domaine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui acquièrent quelques connaissances dans un domaine ont tendance à surestimer leur expertise. On en avait déjà parlé, c'est le fameux effet de Dunning-Kruger où, en fait, ceux qui en connaissent pas beaucoup se prennent pour des génies et ceux qui en connaissent énormément ont énormément d'humilité et savent prendre du recul en disant ok, je connais beaucoup de choses, mais en fait, je connais rien du tout parce qu'il y a tellement de choses encore derrière que voilà. Mais du coup, ce phénomène-là peut amener certains experts à devenir beaucoup plus rigides et avoir du mal à s'adapter au changement. Et c'est ce qu'on va retrouver finalement dans des entreprises, dans des labos de recherche, dans des études, dans tout un tas de choses, où on va leur dire, tiens, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as vu telle chose sous tel angle? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce truc-là? Et ils ont une réponse immédiate, en mode, non, mais ça, c'est pas possible, non, mais ça fonctionne pas, non, mais ça, c'est pas faisable, non, mais c'est pas ceci, c'est pas cela. Et en fait, ils s'empêchent d'innover à cause de ça. Ils s'empêchent de progresser, justement, à cause de ça. Et ça, c'est ce que nomme Adam le retranchement cognitif. Et ce retranchement cognitif, en gros, c'est de dire, je m'enferme dans ma manière de penser, de réfléchir, de connecter avec les informations. Je m'appuie sur mon cadre de référence en interne. Et là, on fait un petit clin d'œil à nos étudiants de PNL qui connaissent les métaprogrammes. Donc, je m'enferme sur mes propres programmes, j'ai mon cadre de référence qui est tourné en interne, je m'appuie sur mes connaissances, je m'enferme face au reste du monde, et du coup, après, je comprends pas pourquoi je suis à la ramasse et pourquoi d'autres ont mis des trucs en place et pas moi. Fait que ça, c'est quand même un élément qui est important à garder en tête, c'est que toi qui nous écoutes, si tu as besoin de faire évoluer ta vie, si tu as besoin de faire évoluer tes affaires, si tu as besoin de faire évoluer, peu importe le sujet, c'est peut-être de te remettre en question. Est-ce que je suis pas en train d'appliquer les principes du retranchement cognitif dans ma vie? Est-ce que je suis pas tellement accroché à ce que je pense déjà, à ce que je crois déjà, que j'ai pas creusé, tu sais, pour me planquer et puis regarder l'ennemi d'un peu plus loin et dire non, moi je reste dans mon truc, approchez pas, je vous descends si vous venez trop près. Et du coup, ça peut t'empêcher vraiment d'évoluer et de progresser et de faire justement ce fameux self-actualization dont parle Abraham Maslow. En fait, ce que tu nous dis là explique pourquoi les innovations, généralement qui sont majeures ou qui sont en rupture, en fait, ils viennent souvent de personnes qui sont extérieures au secteur. Et petite crotte de nez que je vais lancer justement aux personnes qui disent non, les émigrés, il faut tous les jeter dehors. Et il faut savoir en fait que la majeure partie des innovations viennent des personnes qui sont immigrées. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent out of the box en fait. Ils pensent complètement à l'extérieur en fait de la boîte. Ils ont un autre bagage, ils ont une autre manière de voir le monde. Et le fait d'arriver en fait dans un pays, dans une culture avec plein de codes,
et des codes qui sont extérieurs, en fait, ça leur permet de voir tout ce qui est bon, en fait, dans tes codes à toi, mais aussi tout ce qui est bon dans ses propres codes. Et derrière, en fait, avec tout ça, ça permet d'enrichir et d'apporter des choses qui sont différentes. Beaucoup, en fait, de gros entrepreneurs ici aux États-Unis sont tous le fruit de l'immigration. Tu peux tous les prendre. Tu prends Steve Jobs, par exemple. Il est l'enfant d'un immigré. Son père était syrien, sa mère était d'origine juive, il me semble. Tu prends, il y avait une entreprise, ce serait bien qu'un jour on en parle un petit peu de lui, mais Chobani, ça s'appelle, donc c'est une entreprise de yaourt ici aux États-Unis. Donc en fait, c'est un Turc, il me semble, qui est arrivé aux États-Unis, donc qui avait immigré, et il s'est vite rendu compte en fait qu'ici, les yaourts, c'était pas terrible, tu sais, ils étaient pas vraiment tip top, et en plus la qualité était pas forcément bonne pour la santé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé sa propre entreprise ici aux États-Unis de yaourt aujourd'hui, qui est un des leaders, Chobani, où il reprend en fait les recettes un petit peu grecques, turques, avec des ingrédients qui sont sains, donc il fait très attention à justement à ce qu'il met là-dedans. Et aujourd'hui, c'est devenu une référence. Et je sais plus combien ils font de chiffre d'affaires, mais ils font énormément de chiffre d'affaires. Et en plus de tout ça, il a apporté un petit peu de sa culture et de là où il vient, parce que en fait, il fait en sorte que son entreprise, elle soit, comment dire, elle permette aux employés de s'épanouir, mais en fait, tous les employés de l'entreprise sont des actionnaires. Ce qui fait qu'en fait, en plus de gagner de l'argent, si l'entreprise fonctionne, ils repartent tous gagnants. Ils ont leurs dividendes aussi qui arrivent. Ouais. Exactement. Et c'est un super modèle en fait. C'est un super modèle. Et c'est un mec qui est hyper inspirant, et je sais plus s'il avait fait, il avait été remercié par Obama à l'époque, justement, même félicité. Donc que tu prennes, je parle de l'exemple de Chobani parce qu'il est peut-être moins connu en France, mais on peut prendre l'exemple d'un mec qui me sort par les trous de nez en ce moment, qui s'appelle Elon Musk. C'est pas un Américain, c'est un Sud-Africain. Ouais, c'est ça, c'est un Sud-Africain. Puis après il est parti au Canada, puis après il est. Donc en fait aujourd'hui, quand tu regardes énormément en fait de personnes qui sont dans l'innovation, c'est pas des gens qui sont du pays en fait, c'est des gens qui viennent avec une autre vision, avec d'autres bagages. Microsoft, le PDG aujourd'hui, c'est un Indien. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises de la tech aujourd'hui aux États-Unis sont dirigées par des Indiens. Tu prends Google, il me semble encore. Il y avait Twitter avant qu'il se fasse dégager là par Musk. Après, tu sais, c'est aussi stratégique parce que aujourd'hui, exporter ton activité d'informatique, soit de logiciel ou de développement, ou peu importe, tu le fous en Inde, ça te coûte 1000 fois moins cher que si tu le fais ailleurs. Donc, il y a aussi ce côté stratégique. Mais tu as tout à fait raison sur le fait que parce qu'on vient de l'extérieur, parce qu'on a un regard extérieur, du coup, on voit des choses qui sont fonctionnelles, on voit des choses qui pourraient être changées, et peut-être écouter plus finalement ça. Parce que tu vois, c'était une conversation que j'avais eue avec Habib justement là-dessus, parce que Habib a beaucoup, d'ailleurs continue, je pense, d'intervenir auprès justement de la population immigrante pour l'intégration dans les entreprises, pour que ça se passe bien dans les cultures, etc. Et il avait amené un point qui était super intéressant. Et vraiment, j'avais écouté ce qu'il avait expliqué à ce moment-là avec beaucoup d'intérêt. Mais il disait, tu sais, les personnes étrangères qui intègrent un pays, souvent on leur reproche d'utiliser les aides et les services en fait qui sont proposés par les gouvernements respectifs. Et il me disait, mais c'est pas très logique en fait, parce que ces services-là et ces aides-là ne sont pas réservés spécifiquement aux étrangers. Et il mettait vraiment en avant le fait que en fait, quand tu es étranger, que tu sais pas nécessairement comment un pays fonctionne, que tu ne sais pas à quoi tu as le droit et ce qu'il faut que tu fasses par toi-même, tu es beaucoup plus enclin à aller chercher l'information. Et comme tu vas chercher l'information, du coup, tu accèdes à des infos qui sont disponibles pour tout le monde. Elles sont là. C'est à toi d'aller les chercher, c'est à toi de remplir tes dossiers, c'est à toi de faire tes demandes. Mais comme il ne viendrait peut-être probablement pas l'idée en tant qu'une personne étant né sur le territoire, vivant sur le territoire depuis des générations, ça ne viendrait pas à l'idée d'arriver en mode qu'est-ce que en fait le gouvernement peut faire pour moi, qu'est-ce qui est mis en place en fait pour m'aider, qu'est-ce qui existe comme aide, qu'est-ce qui existe comme service, parce qu'en fait ça fait partie de ton environnement. Et du coup tu n'y penses pas, tu utilises ce que le commun des mortels utilise. Et du coup depuis
cette conversation-là. Moi, ça me fait toujours rire, du coup, quand il y a des politicards qui se posent en mode « Oui, mais regardez, les étrangers, ils se servent de ça, les pauvres machins, les pauvres Français, les pauvres Canadiens, les pauvres ceci, les pauvres cela, n'ont pas le droit à ces services-là. Est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train d'avancer? Est-ce que tu es sûr qu'on n'y a pas le droit? Est-ce que tu es sûr certain que là, tu as un gouvernement qui a décidé d'accorder des aides exclusivement aux personnes extérieures et pas aux personnes vivant dans le pays? Est-ce que c'est vrai? Et du coup, c'était ce partage-là, en tout cas, moi, ça m'avait beaucoup inspiré. Donc, Habib, si jamais t'écoutes cet épisode-là de podcast, je te repasse le bonjour à nouveau et j'espère qu'on arrivera à se voir tout bientôt. Mais super, en fait, intéressant. Et du coup, ça résonne avec ce que tu étais en train de dire là sur la question de l'innovation. Ouais, exact. Donc voilà, quelqu'un d'extérieur t'amène de l'innovation. C'est ça, quelqu'un d'extérieur. Et en fait, on peut aller plus loin parce que moi, j'ai parlé des étrangers parce que c'est un thème qui est très, très à la mode en ce moment avec la montée des extrêmes. Bah, vire tes étrangers, tu vas voir ce qui va se passer. Crois-moi, tu vas plus du tout innover, tu vas plus du tout te développer et tu peux le nier, mais tu le verras par toi-même. De toute façon, Julien, il y a beaucoup de pays en ce moment qui ont pris la mauvaise direction. Ils sont en train de le payer au centuple. Sauf qu'après, pour reconstruire ce que tu as perdu, c'est la merde. Et aussi, peut-être de rajouter un autre point, les personnes qui viennent pas du domaine, qui sont extérieures du domaine, amènent aussi de l'innovation. Tu vois, des fois, quand une personne est expert dans un domaine, elle a tendance à dénigrer ceux qui viennent pas du domaine dans le sens où, toi, qu'est-ce que tu vas m'apprendre dans mon métier? Je connais mieux que toi. Moi, je suis dans le métier, je sais ce que c'est. Mais en fait, le truc, c'est que vu que ces personnes-là sont en dehors, encore une fois, de la boxe, sans les limitations, si tu prends le monde académique, le monde de la recherche, il y a des limitations aujourd'hui. Donc, des chercheurs indépendants qui sont pas dans l'académie, qui sont pas dans ces systèmes-là qui enferment, viennent aussi avec des idées auxquelles on ne pense pas. Et je peux donner un exemple. Je crois d'ailleurs que ta femme, qui est dans le domaine de la recherche, avait évoqué ça à un moment donné. Je crois que c'était elle qui avait parlé d'un monsieur qui était justement en chaire de recherche et qui n'avait absolument pas de doctorat, mais qui était intégré dans une équipe et qui faisait des recherches et qui apportait des super résultats. Ouais, ça, exactement. Un mec qui n'avait pas fait d'études de doctorant, en fait. C'est, je crois, que dans un domaine spécifique, avec je sais plus ce que c'était, mais en fait, qui avait, c'est je veux dire un self-made made man, tu vois, dans le sens où il a étudié tout seul, etc. Il a fait beaucoup de choses, mais il a tellement beaucoup de crédibilité dans ce qu'il a apporté, en fait, que maintenant, aujourd'hui, il le paye pour venir, en fait. Il fait pas partie du domaine. On l'invite, en fait. Et pourtant, c'est pas un doctorant. Donc, vraiment, c'est ça de comprendre, c'est vraiment de comprendre que, souvent, ceux qui vont amener des innovations, c'est des personnes soit extérieures, soit des personnes qui viennent pas de ton pays, en fait, qui viennent avec une autre mentalité et qui vont venir enrichir, en fait, ce qui existe déjà en apportant des choses différentes. Et il me semble, Julien, ça me rappelle une histoire. Faudrait que je la confirme. C'est une histoire que j'ai entendue, mais je connais pas les sources, en fait. J'ai pas les sources. C'était à l'époque de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale, je sais plus. Tu sais, à cette époque-là, il y a des gens qui ont été formés sur le tas, des pilotes, d'accord, parce que il manquait de pilotes, etc. Et il y avait 4 personnes, ils étaient pas du tout militaires. C'était pas des pilotes d'avion. Ils ont été vraiment formés sur le tas. Et du coup, ils ont eu des succès. Tu vois, ils ont réussi, etc. Et en fait, un jour, ils sont arrivés auprès des ingénieurs et ils ont amené une critique de dire, en fait, c'est dommage parce que si vous pouviez faire en sorte que ces avions volent beaucoup plus vite, en fait, on gagnera clairement la guerre. Parce que là, nos avions, en fait, ils ont atteint une certaine limite et on pourra pas, en fait, se démarquer par rapport aux autres chasseurs qui viennent de l'Allemagne ou je sais plus quoi. Et en fait, les ingénieurs ont dit, c'est pas possible. Est-ce que justement, parce que cette histoire me dit quelque chose et je pense que je l'ai entendue, est-ce que aussi, justement ces personnes-là n'ont pas fait des propositions? Je crois qu'ils avaient fait des propositions. Ouais, c'est ça. Alors qu'ils sont pas du tout de la mécanique. Ces mecs étaient pas du tout dans le domaine de la mécanique justement liée à l'aviation et ils avaient proposé des modifications et des améliorations possibles et les ingénieurs avaient dit mais non, ça fait aucun sens, vous êtes pas du domaine, taisez-vous et finalement ils se sont rendus compte que c'était faisable. Ouais, au début ils ont dit c'est pas possible.
Ouais, ils avaient Ouais. dit, ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Ils ont fait des propositions en leur disant, bah, en fait, si vous faites ça, bref, ils avaient fait des trucs. Et au début, ils leur ont dit, non, de toute façon, c'est pas possible, en fait. Et en fait, ils leur ont pas laissé le choix, il me semble. Et ils se sont Mhm. rendus compte qu'effectivement, c'était possible. Et ils ont, par la suite, pu innover et faire en sorte que des avions soient beaucoup plus rapides. C'est-à-dire, peut-être que sans ces 4 personnes qui étaient pas du domaine, bah, aujourd'hui, on n'aurait pas des avions à réaction, des avions qui, justement, qui permettent de voler beaucoup plus rapidement. Bah, tu vois, ça me fait penser à ce film que j'adore, Les Figures de l'ombre. Ouais, Je pense que tu l'avais exactement, ouais. vu, Ouais, je l'avais où vu, j'ai adoré. finalement, bah, t'as ces trois femmes qui sont super inspirantes, qui ont existé pour de vrai, qui ont participé justement au lancement des fusées pour aller sur la Lune, etc. Et il y a un moment donné dans ce film, une des protagonistes qui, en fait, est vraiment sur le côté ingénierie mécanique en aérospatiale et qui arrive finalement dans un des labos de recherche et de fabrication de la nacelle et qui dit mais pourquoi est-ce que vous mettez des rivets comme ça? Vous devriez mettre des rivets de cette manière-là pour que ça soit beaucoup plus résistant à la chaleur, que la structure tienne beaucoup mieux et qu'en fait, je crois de mémoire qu'elle se fait recevoir en mode mais racontez pas n'importe quoi et finalement quand elle commence à expliquer, là t'as le chef de projet, le chef de secteur qui commence à se dire ah mais ouais on n'y avait pas pensé mais c'est une super idée et finalement c'est cette personne extérieure. Alors elle est du domaine donc c'est un petit peu moins correspondant mais du coup j'ai cette scène qui me revenait en tête et toi qui nous écoutes si t'as pas vu ce film honnêtement voilà installe-toi sur ton canapé allume la télé et regarde ce film qui est juste c'est juste génial comme film c'est Ouais, vraiment top. vraiment. Là, je le dis, Julien, sans aucun doute, si t'as pas vu ce film, t'as raté ta vie. Je rigole, d'accord, mais vraiment, en plus, c'est un film qui est inspiré, comme tu dis, Julien, d'une histoire vraie. Et tu Oui. vois justement la ségrégation qu'ils ont vécue, ces personnes-là, parce qu'elles étaient d'origine Bah, afro-américaine. ouais, c'est ça. Elles étaient black toutes les trois. C'est Fait que, ça. ouais. Ouais. Et elles ont réussi justement à retrouver une place, à faire leur place en fait, Mhm. et à démontrer à tout le monde en fait qu'elles étaient largement plus compétentes que beaucoup de personnes en fait. Donc Bah, c'est vraiment ça. c'est ouais, Parce que chacune, en fait, ont réalisé des trucs qui étaient impensables. Celle qui voulait devenir ingénieure, elle a réussi à être la première femme noire aux États-Unis à exactement. être intégrée dans une université de blancs. Mm. Même si elle faisait les cours au fond de la salle le soir, etc. Mais elle était intégrée. Il y a celle finalement qui a pris la tête du développement. Je pense que c'était déjà IBM à l'époque. C'était IBM, je pense, hein, la Je compagnie crois ouais, ouais, d'informatique. IBM ça fait très très longtemps. Je Donc pense qu'ils fonctionnaient tous c'est sur du elle qui a IBM pris, d'ailleurs. Mm. ouais, bah c'est ça, c'est elle qui a pris le lead, en fait, qui a appris en autodidacte et qui a pris le lead pour former toutes les personnes sur le terrain. Et puis il y a l'autre qui a fait des calculs de malade où t'as tous ceux qui étaient en costard cravate avec le balai dans le cul, qui arrivaient à rien faire finalement, qui tournaient en rond. Et puis elle est arrivée et puis elle a remis de la lumière dans tout ça et elle s'est posé les bonnes questions et elle a amené des corrections qu'elle faisait en fait par elle-même. Alors après c'est sûrement romancé parce que c'est un film, mais c'est de voir aussi que bah sortir du cadre et sortir de ce qu'on pense être la bonne façon de faire, la bonne façon de réfléchir, la bonne façon d'amener, bah en fait c'est peut-être la réponse. Et tu vois, même si ça bouge beaucoup en ce moment à travers le monde, puis qu'il y a des trucs au niveau politique qui peuvent être inquiétants, il y a aussi des choses que moi je trouve intéressantes, c'est que on commence à avoir non plus des avocats et des banquiers à la tête des gouvernements, mais on commence à avoir des entrepreneurs. Est-ce que c'est une bonne idée? J'en sais rien. Est-ce que ça va apporter quelque chose de bénéfique? J'en sais rien. Ça se trouve, ça va être la catastrophe. D'accord? Ça se trouve, ça va péter de partout, et puis on va se dire, oh là là, mais quelle erreur on a fait, on n'aurait jamais dû prendre. Mais ça se trouve, on est tous sans s'en rendre compte là dans nos retranchements cognitifs Ouais. ça fait des dizaines et des dizaines d'années que c'est toujours le même profil finalement qui se retrouve à la tête d'un gouvernement, avocat ou banquier, Ouais. encore, c'est souvent l'un des deux, et que là, on commence à tester une version un petit peu différente. Alors forcément, ça fout du bordel, forcément, ça questionne, forcément, ça amène beaucoup de choses, forcément, ça joue pas avec les mêmes règles du jeu, parce qu'on s'entend que bah, les politiques ils jouent avec des règles qui leur sont propres et ils appliquent ces règles-là depuis je ne sais pas combien de temps.
quand t'as quelqu'un qui est pas du domaine, qui arrive et qui déboule, forcément, c'est pas les mêmes règles qui s'appliquent. Mais c'est là aussi où, sans valider ou invalider quoi que ce soit, parce que j'ai pas d'avis à donner là-dessus, chacun est libre d'en penser ce qu'il veut, mais c'est là aussi où moi je trouve que c'est intéressant, en tout cas, de regarder de l'extérieur, d'accord, vraiment. Après, à vivre, je suis pas sûr que ce soit intéressant pour tout le monde. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, finalement, il y a des gens qui prennent le pouvoir d'une manière ou d'une autre, qui appliquent dans les règles des choses que tous les autres te disent, mais non, mais ça on peut pas faire parce que c'est pas dans la loi, mais non, mais ça on peut pas faire parce que c'est pas dans la réglementation, mais ça on peut pas faire parce que telle et telle chose c'est pas possible. Est-ce que c'était vraiment pas possible ou est-ce que tu voulais pas le faire? Ouais. Est-ce que t'étais vraiment poings et pieds liés ou finalement t'aurais pu prendre de la liberté pour faire tout un tas de choses? Exactement. Et sans partir du coup du côté politique, parce que encore une fois là c'est pour rester sur le podcast et aussi voir à quel point c'est intéressant d'avoir des visions différentes, des approches différentes. Moi, je me souviens d'un très bon ami à moi qui s'appelle Mario pendant la Covid, qui avait touché partout dans le monde. Hein. Et je me souviens, Mario, super entrepreneur, qui a un café, qui tient un espace de coworking. Et finalement, il y a plein de réglementations qui sortent, qui changent au fur et à mesure que la Covid progresse, et puis est-ce qu'on est confiné, pas confiné, etc. Plein d'entreprises ont fermé. Et ben moi, ce que j'ai adoré chez mon ami Mario, c'est que, en fait, lui, sa priorité, c'était pas de se dire, en fait, avec toutes leurs conneries, là, ils vont me faire couler ma boîte, je vais devoir fermer. Lui, c'est quoi la solution pour que j'ouvre? C'est quoi la solution pour que j'ai du monde qui vienne? C'est quoi la solution pour que je puisse, en fait, récupérer ma clientèle et faire tourner à nouveau mon entreprise? Et en fait, il a déployé des ressources hallucinantes, comme aller chercher, en fait, des autorisations spécifiques pour certains domaines d'activité, qui lui permettaient, en fait, de couvrir l'autre partie de l'activité et malgré tout, d'ouvrir. Donc, en fait, il a été chercher des licences. Il a été requalifier son entreprise à 2 reprises, je crois, pour qu'elle puisse, en fait, exister, continuer d'exister, continuer d'exercer, toujours dans le respect de la réglementation, mais en fonction de ce qui était mis en place. Et du coup, c'est ça, c'est quand tu gagnes en flexibilité cognitive, tu gagnes en résilience, tu gagnes en capacité d'adaptation, tu gagnes en résolution de problèmes, tu gagnes en progression dans tes objectifs, vers les résultats qui t'intéressent. Et en fait, tout ça, c'est super beau. Et c'est là où tu comprends toute la puissance en fait de faire appel à une personne extérieure quand t'es coincé sur un sujet. Parce que combien de fois, Samir, on a la question, que ce soit d'ailleurs parmi nos étudiants, mais aussi plein d'autres gens en dehors de ceux qui se forment à devenir des coachs ou des professionnels de la relation d'aide. Ouais, mais bon, je peux faire plein de trucs tout seul, en fait. Je peux me poser ces questions-là tout seul. Je peux faire ces protocoles-là tout seul. Et à chaque fois, tu sais, on a le sourire, on rigole quelque part parce que, ouais, il y a des choses que tu peux faire tout seul. Mais en fait, on a besoin de l'autre. On a besoin de connecter aux personnes qui sont différentes de nous. On a besoin, en fait, d'avoir un point de vue différent. On a besoin d'avoir des perspectives qui sont différentes, sans quoi il ne va rien se passer. On va juste péricliter. C'est tout ce qui va se passer. On va juste s'éteindre petit à petit, et puis on va finir par disparaître. Parce que pas d'innovation, parce que pas de progression, parce que pas d'ouverture. Et je suis pas un expert en histoire. C'est pas mon fort, l'histoire. Mais je suis pas mal convaincu que si on regarde dans l'histoire de l'humanité, les peuples qui ont survécu, qui ont progressé, qui ont été de l'avant, ce sont ceux qui ont innové. Et ceux qui n'ont pas innové et qui sont restés dans leur truc, c'est ceux qui ont fini par périr d'une manière ou d'une autre. À cause de ça. À cause du manque d'ouverture, à cause du manque de connexion. Alors c'est sûr, on pourrait se dire, ouais, mais il y a ce petit groupe d'irréductibles qui vivent sur une île que si jamais tu t'en approches, tu te fais embrocher direct et qui ont jamais été finalement en contact avec le monde moderne, qui vivent toujours avec leur lance et leur petit bout de peau de bête à l'avant et à l'arrière histoire de s'habiller, et puis qui vont manger des noix de coco et tuer des lapins dans la forêt. Oui, il y a une partie du monde comme ça où il y a un peuple qui vit toujours dans les mêmes conditions. Mais au-delà de ça, parce qu'ils sont isolés, mais tous les autres
ceux qui ont disparu, c'est ceux qui n'ont pas réussi à innover. Donc si tu veux pas disparaître en tant qu'individu, si tu veux pas disparaître en tant que société ou comme entreprise, bah t'as intérêt à innover, mon coco, parce que sinon c'est mal barré pour toi. Exactement, ouais. Mais non, Julien, c'est à cause Mais du non. remplacement. C'est à cause du remplacement. Ah, C'est le pas un grand problème remplacement. d'innovation, une capacité à se remettre en question. C'est pas ça, Julien. D'accord, c'est le grand remplacement. C'est sûr, c'est sûr. Remarque, on se convainc avec ce qu'on veut, hein, si ça les rassure de se dire ça. Ah bah oui, C'est un très bon moyen de se déresponsabiliser. Hein. C'est ça. C'est un très bon moyen. C'est un raccourci de. Mais non, mais c'est si notre souffrance elle est là, c'est à cause des étrangers, bien évidemment. Bien sûr. Bah oui. Bien évidemment. Puis quand c'est un pays comme les États-Unis qui te dit ça, il y en a pas un seul qui vient concrètement du territoire. Hein. C'est comme le Canada, c'est pareil. Ouais. Vous êtes tous venus d'ailleurs, d'accord? Il y a juste les autochtones qui étaient là avant nous, mais sinon tout le monde est venu d'ailleurs. Donc c'est juste remettre un peu les choses en perspective. Là. D'ailleurs, juste comme ça c'était drôle, mais une fois il y avait, je sais plus c'était qui, c'était un avocat ou quelque chose comme ça en France sur une radio qui avait dit en fait à Elisabeth Lévy, vous êtes en train de parler grand remplacement de ceci de cela, et il disait je vous rappelle quand même que la France c'est quand même un pays qui tient son nom d'une tribu germanique, les Francs. Qui parle une langue qui est d'origine latine, donc quand même du sud de l'Europe. Et en fait, il avait construit le truc comme ça, et tu te rends compte que bah voilà quoi, faut arrêter quoi. C'est une construction. Tu sais, c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure du temps. Et c'est ça. Donc qu'on arrête de faire chier le monde là, qu'on se responsabilise et qu'on arrête de dire que c'est de la faute toujours des autres, parce que c'est ça le problème, c'est tout le temps de rejeter la faute sur les autres. Moi, je suis blanc comme neige et le problème vient de l'extérieur. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer. C'est pas autrement. Donc voilà. Alors, le quatrième point, Julien, en fait, c'est le fait que le désaccord peut être une opportunité et peut contribuer à l'évolution d'une personne en proposant des solutions ou des possibilités d'apprentissage justement différents bah moi, je suis pas d'accord. ou des remises en question. Bah, t'as le droit. Voilà. Je suis pas d'accord. Comme je veux que tu progresses. Dis-moi pourquoi. Je suis pas d'accord. Voilà, que je puisse progresser. Voilà, je suis pas d'accord, comme ça tu progresses. Il faut donner des arguments, Julien. Faut que tu. En plus. Non mais attends, je vais pas faire tout le travail non plus. Dis donc, tu déconnes, toi. J'ai fait ma part du boulot. Je t'ai dit que j'étais pas d'accord. Maintenant, démerde-toi avec le reste. et en fait, Julien, justement, par rapport à ce point-là, il y a un point que j'aime bien. Tu vois, les conflits relationnels, les conflits de couple, etc., il y a beaucoup de gens qui les voient comme quelque chose de négatif. Moi, je les vois comme un rééquilibre. En fait, c'est une manière de rééquilibrer les choses. Tu vois, c'est qu'il y a eu des déséquilibres à un certain moment, ça explose, ça éclate, et en fait, c'est à ce moment-là qu'on reconstruit un équilibre tous les deux. Et c'est important de nous remettre en question et d'apprendre, en fait, à accepter le désaccord et accepter la critique. Parce que sans désaccord, sans critique, on va stagner. Et en fait, on va finir par devenir toxique, soit pour nous-mêmes, soit pour les personnes qui nous entourent. Donc, là où les conflits relationnels peuvent être perçus comme nuisibles, bah, en fait, le désaccord, lui, permet d'amener des nouvelles idées, des nouvelles manières de voir les choses, de co-construire quelque chose qui peut être totalement différent et d'avoir accès à sa créativité. Parce que, une phrase que j'aime bien, c'est que l'eau qui stagne finit par s'attirer un tas d'impuretés. Donc, au bout d'un moment, bah, il faut qu'il y ait des clashs. C'est important. Il faut que ça se fasse de façon éthique, ou si ça se fait pas de façon éthique, il faut être capable aussi de mettre de côté son ego, en fait, et de se dire, ok, la personne, elle a peut-être explosé, elle m'a peut-être dit ça d'une certaine manière, mais il y a une intention positive derrière. Donc, tu sais, je vais prendre et je vais voir ce qu'on peut faire. Donc, d'ailleurs, tu vois, quand tu dis ça, ça me fait penser aussi que, bah, quand tu penses à tes amis, aux personnes qui t'entourent, assure-toi que t'es des personnes qui soient capables de te dire, là, tu fais de la merde. Je t'aime. Je tiens à toi. Je te fais confiance. Mais là, tu fais de la merde. Exact. Parce que c'est important. Si jamais les personnes qui t'entourent, c'est toujours, oh, ben oui, mais vas-y, mais ça va aller, mais oui, vas-y, y a pas de problème. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais oui. C'est pas bon, en fait. Est-ce que c'est des vrais amis, finalement, que t'es en train de prendre une direction qui t'emmène droit dans le mur, puis, tu sais, t'as tous les voyants qui clignotent, et là, t'as tes amis qui disent, mais si, vas-y, c'est bon, c'est pas grave, vas-y, fais, tu verras bien, etc. Est-ce que ça vaut pas mieux
finalement d'avoir une personne qui ose taper du poing sur la table et te dire, tu sais, entre quatre yeux, regarde, tu fais ce que tu veux. Mais là, ça marche pas. Là, tu fais des conneries. Tu vois, tu fais une intervention. Comme tu ferais une intervention, par exemple, dans un groupe d'alcooliques anonymes parce que tu sais que la personne que tu es en train d'accompagner, elle est en train de prendre une mauvaise décision qui risque de retomber dans ses travers. Bon, bah, t'embarques du monde, tu débarques et tu fais une intervention. Et là, tu remets au clair. Rappelle-toi la personne que t'étais. Rappelle-toi pourquoi t'es passé. Regarde les erreurs que t'as commises. Est-ce que t'as envie de reprendre ce chemin-là? C'est vraiment d'intervenir en mode, prends conscience qu'il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, les conflits, ça peut être aussi ça. C'est de montrer que le couple, il évolue, qu'on a des besoins qui peuvent changer, de remettre à jour, comme tu disais. Mais ça peut être aussi de ramener les choses dans le droit chemin. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est pas toujours confortable, mais si on est suffisamment grand et en mesure de gérer ça aussi, parce que malheureusement, pour certaines personnes, le conflit est quelque chose qui est très 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 compliqué, et que finalement, c'est tellement compliqué et tellement dur à vivre que ça n'en devient plus constructif parce que les personnes se renferment et finalement ça donne pas le résultat qu'on aurait voulu que ça donne. Donc l'idée c'est que si jamais toi qui nous écoutes, tu sais que tu as une difficulté à gérer le conflit, à être à l'aise justement avec le désaccord, avec parfois s'exprimer plus fortement, s'affirmer plus, ça vaudrait peut-être le coup d'aller bosser là-dessus. Parce que c'est quand même un élément qui fait partie du quotidien, c'est un élément qui est super important. Et je pense que je l'ai dit il y a peut-être 1, 2, 3 podcasts en arrière, je me souviens pas. Mais il y a cette politique anglaise qui avait pris la parole au Parlement en disant que vivre aujourd'hui dans le monde, c'était une position qui était à risque et que personne n'est en droit d'être protégé de critiques, de jugements, d'attaques personnelles, de déconvenues, de tout un tas de choses, et que si, en gros, t'es pas capable de gérer ça et de prendre du recul, t'as rien à foutre dans la société et va vivre dans le fond d'une grotte, deviens ermite et fous la paix au reste du monde, quoi. Plutôt que de râler que le monde est trop difficile, que les gens sont trop durs, que les gens sont trop directs et qui te dérangent dans tes idées, si ça te dérange, prends tes affaires, va au fond de la grotte. T'affirmer, bien sûr, à défendre tes idées, bien sûr, mais agir comme on peut le voir depuis quelques années maintenant, peut-être que ça va se calmer aussi sur ce point de vue-là, parce qu'il y a des choses qui sont mises en place dans les sociétés, mais des gens en fait qui se plaignent de tout et de rien, qui s'inventent des problèmes juste parce que tu comprends, on m'a regardé de travers, tu comprends, on m'a dit qu'il fallait pas que je mette cette couleur-là parce qu'en fait ça me va pas, mais tu comprends, on m'a dit que en fait je pouvais pas faire ça, mais c'est pas normal et ma liberté et mon besoin d'exprimer, et ta gueule, respire, ça va bien se passer. Respire en fait. T'as pas plus de droits qu'une autre personne, t'as pas plus de... T'aurais un handicap particulier, t'aurais une condition psychologique particulière, y a pas de problème. On prend des précautions, on fait attention, on prend soin de toi parce que t'es une personne qui est plus fragile peut-être que d'autres dans la société, et c'est notre devoir en tant que citoyens du monde d'essayer de faire le maximum pour que les autres citoyens qui nous entourent soient pas impactés négativement par ce qu'on peut faire. Mais à partir du moment où on te dit quelque chose, on te fait une réflexion et que ça devient un véritable scandale et qu'il faudrait faire des manifestations toutes les 5 minutes parce qu'on t'a dit un mot de travers, là je pense qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème de responsabilisation, il y a un sérieux problème de prise en charge de toi-même, et peut-être que tu as traversé des traumas, des trucs qui sont difficiles, je dis pas, hein, je suis pas en train de juger ce qui a pu t'arriver comme étant valide ou pas valide, mais à un moment donné, recentre-toi là, puis respire. C'est des critiques, t'en as eu, t'en auras encore à l'avenir, puis t'es passé à travers, t'as survécu, et c'est ok là. Respire, prends du recul et fais-toi accompagner si jamais ça va pas. Parce que on l'observe finalement avec tous ces énergumènes, parce que j'ai pas d'autres mots en fait pour les nommer, qui partent dans des délires pas possibles, de persécution, de ceci, de cela. En fait, si on les écoute et si on applique ce qu'ils attendent pour que ils se sentent mieux, alors que l'action devrait venir avant tout d'eux-mêmes, t'imagines la régression qu'on aurait dans la société? T'innoves plus là, t'apprends plus, tu progresses plus, ça marche pas.
c'est juste pas possible. Regarde, il y a cette culture, moi, qui m'impressionne toujours, la culture des Khmers qui ont disparu. Ils avaient une société qui était hyper florissante, des commerces qui se faisaient avec tous les alentours, des gens qui vivaient en paix, mais ils ont fait le choix de dire non au conflit. Et dans leur choix de dire non au conflit, ils ont développé aucune stratégie de défense, et ils ont développé aucune armée, ils ont développé aucun moyen de contrôle des risques inhérents à une société. Ils se sont fait décimer en 2-2. Parce que ils avaient aucun moyen, ils avaient développé aucun moyen de défense. Donc si toi, tu sais, parce que c'est pas le sujet du podcast, mais ça, je trouve que ça résonne et c'est un point qui est important. C'est que si toi, en tant qu'individu, t'as du mal, peu importe les raisons qui sont derrière ça, à gérer le conflit, à vivre du conflit et à le vivre sainement, travaille dessus. Parce que tu peux pas, enfin si tu peux, mais c'est vraiment pas une bonne idée que de vivre tout le reste de ta vie comme un Calimero qui se plaint et qui se met en victime dès qu'on le regarde de travers, dès qu'on lui dit quelque chose, dès qu'on lui fait un reproche. T'imagines pas la misère émotionnelle et psychologique dans laquelle tu vas t'enfermer si jamais tu prends pas ça entre les mains. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je m'arrête là parce que c'est pas le sujet du podcast, mais je trouvais que c'était important de partager ça parce que ça fait partie de notre mission, Samir, que de responsabiliser l'individu et de... Alors c'est pas à nous de responsabiliser, mais de redonner les clés de la responsabilisation parce qu'on le croit profondément. C'est ça, à ceux qui le veulent. Parce qu'on le croit profondément. Si demain on vit dans un monde où 100% des humains sont responsables, putain, mais ça va être le paradis, les mecs. Sérieux, ça va être le paradis. Donc, ça va faire mal. Bougez-vous le cul. Faites quelque chose. Moi, j'aimerais bien voir ça de mon vivant, ça serait vachement cool. Faites un effort, s'il vous plaît. Exactement. Mais oui, voilà, ce que tu dis est vrai. Et tu le vois aussi, Julien, après on va pas aller plus loin, mais je trouve que c'est en lien avec les mouvements woke en ce moment, tu vois, on en parle parfois. Mais c'est à ça que je faisais référence. Voilà quoi, c'est un truc de malade quoi. T'as une personne... Ça marche pas. Ouais, moi je ne me considère pas comme un homme ni une femme. Je me considère comme un animal. Ouais, voilà, une elfe. Ah oui, la dernière fois j'avais vu une fille qui disait non, moi je suis un elfe ou je suis une elfe. Je suis une créature féerique. Tu fais ce que tu veux, mais tu fais pas chier tout le monde. C'est pas gênant. Oui, mais en fait, te mets pas en victime. Voilà, ne te mets pas en victime. Tu fais ce que tu veux. Tu fais tes choix, tu les assumes, puis c'est 100% ok. Alors là, moi, j'ai aucun problème. Tu veux te prendre pour un elfe, prends-toi pour un elfe. Non, mais sérieux. Tu veux manger des croquettes pour chien, bah, fais ce que tu veux. C'est pas notre problème. Non, mais c'est ça. Fais ce que tu veux, mais je t'en prie, ne te mets pas en victime. Après, assume aussi que si tu fais des choix qui sortent vraiment de l'ordinaire, bah, doute-toi bien que tu vas avoir des regards, que tu vas avoir des critiques, que tu vas avoir des jugements. Si t'es pas prêt à les assumer, ces trucs-là, ne prends pas ce chemin-là. D'accord. Et attention, là, je parle pas des gens qui ont des troubles psychologiques qui sont là, qui sont présents et qui les poussent à justement être perdus dans leur identité et de pas savoir qui ils sont finalement. Là, on met ces personnes-là de côté. Mais ceux qui font un choix conscient de moi à partir de maintenant, je suis ça, mais grand bien te fasse en fait. Moi, j'ai pas de problème. Tant que ton mode de fonctionnement ne vient pas perturber le bon fonctionnement des personnes qui t'entourent, aucun souci. Et si t'es ok avec l'idée que tu vas recevoir des critiques, des jugements, des regards de travers parce que tu sors de l'ordinaire, vas-y, mais assume. C'est ton choix. C'est ça. Donc, mais bon, je ne sais pas après ce qu'il y a d'autre derrière, parce que bon, c'est facile de porter des jugements ou des critiques. Mais le point commun reste quand même une sur-déresponsabilisation de ouf. Exact. C'est affolant. C'est affolant. Totalement, ouais. Tu sais, pour recontextualiser ce que tu as dit, parce que je l'avais vu ce discours de cette dame d'un certain âge en Angleterre, c'est dans le Parlement britannique, il me semble, qui avait dit justement ça, il me semble, de mémoire. Ouais, qui avait expliqué que, et peut-être qu'on en fera un podcast un jour, mais qu'en fait, les clashs, les critiques, les jugements, c'est une conséquence de vivre en société. Si tu n'es pas prêt à accepter des critiques, des clashs, des jugements, ne vis pas en société. Va vivre dans une île ou va vivre au milieu de la forêt tout seul, mais te plains pas. Donc voilà, c'était ça le truc.
Et peut-être qu'on va aller sur le dernier point, c'est la pensée contrefactuelle. En fait, la pensée contrefactuelle, elle peut aider les individus à limiter les préjugés et à réexaminer les stéréotypes. Donc, en fait, là, ce qu'on t'amène à faire, c'est d'apprendre à faire preuve d'empathie. Mais pour apprendre à faire preuve d'empathie, il va être important de pouvoir te mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que imaginer le point de vue d'une personne, ça suffit pas pour la comprendre. L'écouter, ça suffit pas pour la comprendre parce que tu ne vis pas sa condition, tu ne te mets pas à sa place. D'accord? Donc la meilleure option ou la meilleure façon de pouvoir ressentir de l'empathie et réellement, en fait, comprendre l'autre, c'est soit de vivre la même chose, soit de pouvoir s'imaginer dans une situation similaire. Toi qui nous écoutes, peut-être que, je sais pas, tu es issu d'une famille très très riche et tu n'as jamais vécu la pauvreté. Donc, si demain un pauvre vient te voir et il te dit, voilà, j'ai tel et tel et tel problème, tu sais, tu pourrais dire, ouais, non, c'est bon, je te comprends. Non, tu le comprendras pas à 100% parce que tu ne sais pas ce que c'est que la pauvreté. Tu sais pas ce que c'est. Par contre, si tu t'imagines, toi, dans ton paradigme, en tant que riche, dans une situation similaire, imaginons pendant un mois dans ta vie ou quelque chose comme ça, en fait, malheureusement, il y a eu quelques difficultés, donc tu as dû te priver pendant un mois. Qu'est-ce que ça t'a fait? Peut-être que ça t'a fait un peu de mal dans ton paradigme à toi. On va dire que c'est une situation qui se rapproche un tout petit peu de celle-ci et ça te permet au moins de t'ouvrir un petit peu plus. Si toi qui nous écoutes, tu estimes que toi en tant que natif dans ton pays, encore une fois, en fait tu devrais être mis au-dessus des autres et que les autres n'ont rien à faire ici, imagine que demain dans ton pays, il y a une crise majeure. Imagine que ton pays demain, à cause des événements climatiques, à cause d'une guerre, n'est plus vivable. Et que toi, tu dois partir dans un autre pays pour sauver ta famille. Ouais. Comment toi, tu réagirais dans cette situation? Est-ce que tu apprécierais dans un autre pays être traité comme un citoyen de seconde zone? Est-ce que tu apprécierais dans ce pays-là qu'on te dise que tu n'as pas ta place alors que tu travailles que tu charbonnes en fait, que tu es prêt vraiment, tu as plein d'intentions positives et que tu respectes aussi? Tu vois, donc c'est vraiment ça qui peut te permettre toi de vivre de l'empathie, tu vois, et d'augmenter cette ouverture d'esprit. Ouais. D'où l'importance de voyager, de connecter. C'est hyper important. De découvrir, de partager. Ouais, hyper important. Super important. Ouais, vraiment. Donc après, par rapport à ça, peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que un élément qui était amené aussi, qui était intéressant justement sur ce point, c'était sur la question des universités, qui pourraient aussi amener cette approche pour réduire les préjugés et permettre beaucoup plus d'empathie, permettre d'avoir beaucoup plus de perception moins polarisée en fait sur les choses et du coup d'avoir des réflexions plus grandes. On a un super entrepreneur à impact en fait qui est en train de se développer de plus en plus avec son programme Cogito qui est en France. Ah oui, j'adore. Mais qui impacte d'ailleurs j'ai investi plein de choses. J'ai investi dans son truc sur ClickBankBank, je sais plus c'était sur quel truc qu'il avait donné qu'il avait fait une collecte. C'est ça, il avait fait un appel de fonds d'ailleurs, il avait fait un appel de fonds pour atteindre les 800 000, 900 000 euros, je crois. Et ils ont terminé à 1 million, 1,8 million, 1,9 million, il me semble. C'est ça, ouais. Et ça, c'est un exemple en fait de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut apporter. Alors chacun à notre niveau, chacun à notre manière, mais au moins de pouvoir apprendre en fait des choses, à penser différemment, à réfléchir différemment, puisque lui, en tout cas, lui et son groupement, leur objectif, c'est d'apprendre la pensée critique et de développer justement une meilleure pensée critique pour moins se laisser berner par les messages qui sont communiqués, pour mieux comprendre ce qui se cache derrière le discours des politiques. Donc, faire évoluer en fait la perception du public et mieux comprendre les choses. Et du coup, c'est vraiment de voir que nos écoles, nos universités pourraient donner beaucoup plus de place justement à des apprentissages comme celui-là pour limiter les préjugés, faire progresser les mentalités, faire progresser les points de vue, faire bouger les choses tout simplement et aller dans une meilleure direction. Et l'autre point qui était amené également, c'était toute la question de la sécurité psychologique, de pouvoir en fait s'exprimer sans crainte de représailles et que ça c'est essentiel en fait à toutes ces discussions, à tous ces échanges et que il faut en fait évoluer et grandir dans un environnement qui ne va pas
en fait, te pénaliser parce que tu penses quelque chose, mais va plutôt t'aider à explorer cette pensée pour la valider, si jamais elle était vraiment pertinente et utile, ou au contraire la remettre en question et l'invalider pour recadrer. Et en fait, c'est la restriction, c'est le contrôle de ce qui est partagé, de ce qui est dit, c'est d'avoir seulement une seule version de l'histoire qui est dangereux. Parce que ça peut te conforter dans tout un tas de choses, mais ça peut aussi t'amener à avoir des perceptions complètement faussées. Et je l'ai dit il y a pas si longtemps dans un de nos podcasts, mais ce que j'aime beaucoup en ce moment dans ce qui est développé au niveau du cinéma, par exemple, c'est toute cette redécouverte des gros méchants des histoires qu'on a pu connaître, et de voir en fait que c'est souvent les gens lambda qui vont fabriquer les gros méchants. Ouais. Et c'est même parfois les gentils de l'histoire qui fabriquent les gros méchants. Ouais. Et donc de se dire, tu vois, si j'arrive à avoir un regard plus nuancé, si j'arrive à prendre du recul, si j'arrive à être beaucoup plus critique envers moi-même sur ma version de mon histoire, de ce que je pense, de ce que je crois, ça m'ouvre des perspectives. Alors, ça peut amener des réflexions philosophiques très profondes, c'est sûr, mais au moins j'ai pas l'impression que ça crée de l'instabilité. Au contraire, ça te permet de faire des choix qui sont vachement plus éclairés, je trouve. Ouais. Parce que tu sais, on pourrait prendre le raccourci de se dire, ouais, mais si je suis tout le temps en train de remettre en question, en fait, ce que je crois, ce que je pense, j'ai plus de point de repère. En fait, si, t'en as plus. Et tu peux faire des choix beaucoup plus en conscience de tes points de repère. C'est vrai. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne, c'est le sentiment que ça me donne. Est-ce que c'est ça ou pas? J'en sais rien, mais je te le partage comme ça. Ouais. En tout cas, moi, je pense que c'est important et c'est intéressant. Et je pense que aussi, tu parlais du programme Cogito. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle l'Esprit Critique. Tu dois certainement le connaître. Moi, j'avais pris une formation chez lui il y a quelques mois que j'avais vraiment apprécié et j'ai investi là dans son nouveau programme parce que je trouvais ça hyper intéressant et hyper important. Et d'ailleurs, il a tellement dépassé, encore une fois, comme tu as dit, le budget, que maintenant, il va faire des programmes scolaires. C'est-à-dire qu'il va intervenir dans les écoles pour il y a des gens qui ont investi pour complètement. Et je trouve ça génial. Critique, en fait, je trouve ça génial que tu aies des régions entières qui investissent pour intégrer ça dans les lycées, dans les collèges. Et puis même toi, juste te dire, ok, je vais contribuer à ce projet-là parce que c'est un projet qui est pour l'humanité. Là, pour le coup, c'est pas juste pour ce qui se passe dans ton petit coin du monde, mais que ça peut avoir un impact sur le reste de l'humanité. Et ça va développer en fait ton intelligence critique sur beaucoup de choses, sur ce qui est dit, sur ce qui est amené, sur comment les informations te sont délivrées. Tu vas pouvoir les remettre en question beaucoup plus facilement aussi. Et tu vas peut-être te rendre compte au passage que les fameux complotistes, alors pas tous, parce qu'il y en a qui sont vraiment perchés là, mais que finalement ce qu'on appelle des complotistes, c'est peut-être pas tellement des complotistes au final. C'est ça, c'est juste des gens qui se mettent aussi qui remettent en question. Critique en fait. Ouais. C'est ça. Qui remettent en perspective, qui se posent des questions, qui cherchent à comprendre. Et certainement que plus on sera dans cette dynamique-là, mieux le monde se portera. Ouais. Et attention, parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter, il y a les perchés là qui vont dire regardez, c'est la preuve que non, on dit pas que c'est bien parce qu'il y a les. Mais oui, la Terre elle est plate, mais on le sait. Effectivement, quand on parle des complotistes, en fait, il y a les extrêmes aussi, il y a les polarisés. La polarisation, c'est jamais bon, mais en fait, c'est cette espèce de posture du juste milieu qui est intéressante. Trouver cette posture du milieu, c'est pas justement, c'est ce qui t'empêche de basculer dans les extrêmes aussi et de pouvoir justement trouver ta place. Et donc voilà, donc c'est vraiment important. Et j'allais dire quelque chose, mais je sais plus. Mais de toute façon, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est en podcast. Donc tais-toi, Samir, tais-toi, oui, ça suffit. Voilà, ce que j'allais dire, c'est que justement moi, à chaque fois que je reçois une information, mais ça s'est pas fait tout de suite, et je tombe encore dans le piège. Et toi aussi, Julien, je sais que des fois, toi-même, tu me recadres. Des fois, on se recadre. C'est en fait, on reçoit une information, ça vient nous chercher un peu dans l'émotionnel. On peut avoir un biais sur certaines personnes. Genre moi en ce moment, Elon Musk qui me sort par les trous de nez comme pas possible, mais c'est un truc de malade. Et en fait, forcément, la première chose qui peut venir quand tu as aussi de l'aversion vis-à-vis de quelqu'un, c'est directement, tu penses tout de suite, tu prends un parti. Mais c'est bien aussi parfois de se dire, attends, avant de me faire des idées toutes faites, je vais examiner les faits, je vais démêler le fil d'Ariane, et après seulement, je vais me positionner pour moi-même. T'es pas obligé de te positionner devant tout le monde et dire que oui, moi j'ai obligé de le faire publiquement là, mais tu peux dire
je suis Moi, pas je d'accord pense avec ce qui a que été fait, ce qui a été dit, ça s'était déplacé, c'est quoi le symbole qui est derrière, c'est ça. Bah, tout ce que tu peux si mettre, on prend l'exemple voilà. du salut là, bah, au début, j'ai pensé que C'est c'était très vrai. moyen. J'ai C'est pensé que très, c'était très moyen. vrai. J'ai dit directement, Mhm. il a fait un salut. Puis après, je me suis remis en question tout de suite en disant, et si, tu vois? Et puis après, j'ai été regarder d'autres éléments. Et en fait, j'ai des éléments qui, aujourd'hui, effectivement, oui, je peux concevoir, en tout cas, que des gens ont attribué ça derrière parce qu'il y a quand même un soutien à l'extrême droite dans ses tweets, etc. Ah, mais il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là, et il y en a d'autres qui vont dans un sens différent. Après, c'est faire son avis. Maintenant, est-ce qu'il aurait dû faire ce geste-là ou pas? Ah bah non, clairement. Non. C'est clairement pas le genre de parce que choses qu'il faut faire. c'est drôle parce qu'il y a le premier ministre israélien qui a pris sa défense en disant non, etc. Et puis juste derrière, il a fait une blague sur l'Holocauste. Voilà quoi, il s'est lâché, il s'est dit c'est bon, vas-y. Ouais, enfin bon. Après, ça spécial. n'excuse pas. Je pense qu'il a pas les mêmes normes de ce qui est convenable socialement ou pas. Ouais. Puis je crois aussi qu'ils sont fous royalement pour le coup. Mais voilà. Après, il y a des choses, je pense, qui sont à faire, d'autres qui sont pas à faire. Il y a des blagues qui sont à faire dans un contexte et dans d'autres contextes, tu les fais pas. Mais bon, peu importe. Mais c'est ça aussi qui est chouette, c'est du coup d'être moins réactif par rapport au reste du monde et ce qui se passe dans le monde. Et du coup, ça te donne en fait beaucoup plus de liberté et t'es moins impacté par ce qui se passe. Ouais. Ça veut pas dire que tu l'es pas du tout, hein, attention, mais tu gagnes cette flexibilité cognitive et du coup de pas t'enfermer dans ta vision et jamais la remettre en question. Quand tu te remets en question, quand tu vas chercher d'autres choses, quand tu vas chercher de l'info, en fait, tu vas te rendre compte, déjà à quel point le monde est complexe et qu'on est tous complexes dans notre manière de fonctionner et que, ça laisse aussi de l'espoir sur plein de choses parce que tu te dis, ok, en fait, ça, on pourrait prendre, ça, on le laisse carrément de côté, ça peut être intéressant, ça l'est pas du tout. Et c'est dans cette mesure, je pense, que, c'est dans cette tempérance qu'on trouverait très probablement la clé de notre salut, dans l'humanité. C'est ça. En tout cas, une des clés du salut de l'humanité, c'est cette tempérance qu'on met beaucoup en avant dans les vertus du stoïcisme de toute façon. Ouais. La tempérance, elle est très importante. Donc, exactement. Ça serait peut-être pas mal de revenir à l'essentiel comme ça. Je pense que ça ferait de mal à personne. Je pense aussi, ouais, vraiment. Donc voilà. Et de temps en temps, t'as le droit d'être derrière ton volant, dans les embouteillages, et traiter tout le monde de connard parce que t'en as marre qu'ils avancent pas. Exactement. Et c'est ok. Et après, tu te calmes, tu te ressens et tu te mets du Céline Dion sur le post. Voilà. C'est ça, c'est humain. C'est aussi important parfois d'apprendre à pas temporaliser, mais voilà, prendre sa place, tempérer, voilà, tempérer, c'est le meilleur mot. Parce que temporaliser, c'est pas le bon mot, mais c'est pas grave, Julien. Je pense que c'est les temps temporalisés. Ouais. Oui, mais c'est ok, c'est fin de podcast, fin de Julien, journée. Julien, il sort de 4 heures de cours. Tout va bien, on respire. J'ai les yeux qui sortent des orbites, on dirait un Gobi royal, tu sais. C'est ça. Mais bon, donc, tout va bien. Voilà. Ouais, donc voilà, toi qui nous écoutes, on va faire quelque chose qu'on a l'habitude de faire et dont tu as l'habitude, c'est répéter, encore une fois. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, peu importe d'où tu nous suis, que ce soit YouTube, que ce soit une plateforme de podcast, tu mets une note, 5 étoiles si tu peux, ou alors tu t'abonnes ou tu mets un pouce en l'air ou tu partages. D'ailleurs, Julien, c'est super ce mois-ci, on a fait un petit record. On a doublé, il me semble. On a explosé les scores. Non, mais attends, on a explosé les scores. Nos nombres d'abonnés. Parce que on va se le dire, toi qui nous écoutes là, tu sais probablement qu'on a une chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, ça fait des années qu'elle est nourrie, mais on l'a pas spécialement développée. On s'est dit fin d'année dernière, fin 2024. C'était un peu fourre-tout aussi. Là maintenant, 2025, ça va être le focus là-dessus et on va vraiment faire en sorte de la développer correctement. On était très contents finalement au 31 décembre 2024 de se dire c'est cool, regarde, on vient de passer la barre des 2000 abonnés sur YouTube, c'est vraiment cool. On est le 29 janvier au moment où on enregistre ce podcast, on est à 4321 abonnés. Ah, on est surtout que Julien, quand tu m'avais donné ton objectif, je sais plus c'était quoi ton objectif de départ. C'est 5000. J'avais dit ça serait bien qu'on ait atteint le 5000 d'ici le mois de mai. Moi je disais mais non, mais t'es un grand malade. On va en faire 3000 comme ça d'un coup là, en même pas. En fait, voilà. On a fait 2321 en 29 jours, Samir. Je dois apprendre à me remettre en question, Julien. Voilà.
tout simplement. Bah, tu vois, regarde, t'as la preuve. Je t'ai dit tout à l'heure que j'étais pas d'accord avec toi. C'est ça. Donc voilà. Donc merci à toi qui nous écoutes si tu fais partie de nos abonnés sur YouTube, de nous soutenir parce que bah c'est juste génial de voir que bah ça prend et que les efforts qu'on met justement sur notre YouTube. Alors c'est assez paradoxal parce qu'il y a moins de choses qu'on met sur YouTube. Puisque il y a plein de lives qui ont disparu Qui ont sauté. depuis l'année dernière, qu'on ne fait plus, alors pour des raisons de temps et parce qu'on met aussi notre énergie sur d'autres éléments. Mais on voit aussi que bah, le changement qu'on a apporté, la remise en question qu'on a mis en place, les stratégies en fait qu'on a été chercher aussi pour dire bah, comment est-ce qu'on peut agir là-dessus, comment est-ce qu'on peut améliorer, et ben ça paye. Donc c'est encore une preuve que si tu te remets pas en question, si tu cherches pas à faire différemment, bah les résultats peuvent pas arriver et t'as pas le droit de te plaindre si tu changes pas en fait. C'est ça, exactement. Interdit. Interdit. Je viens de faire un petit tour sur la chaîne YouTube et je vois le dernier commentaire qu'on nous a laissé sur un podcast 184. Pleurer dans une Ferrari ne t'apporte pas le bonheur. Des fois, je vous avoue, je merci de nous laisser des commentaires. Parfois, il y a des commentaires que je ne comprends pas. Donc c'est un smiley avec quelqu'un qui a un masque. Donc c'est drôle. Je le vois. Je ne sais pas ce que ça veut dire. S'il te plaît. C'est Ansa qui nous a laissé ce message. Alors Ansa, on te salue. S'il te plaît. Si tu peux préciser. Un peu plus d'informations. On ne sait pas ce que ça veut dire. Du contexte. Est-ce qu'on va mourir demain? Qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est bien, ça laisse un petit commentaire, ça laisse un emoji. Merci regarde, à toi. Ça interagit. Donc merci beaucoup. Merci Ansa pour ça. C'est très apprécié. Exactement. Donc voilà, et puis merci à toi pour ton écoute et on va t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à la prochaine.